En 1952, Tezuka va créer son propre Mickey. Pour son personnage, il va s'inspirer du mythe de Pinocchio et à l'intérieur de son histoire, il va y intégrer des propos, des valeurs qui étaient ancrées dans l'air du temps. C'était pile poil ce qu'il fallait dans ce contexte. Ce personnage, vous le connaissez sûrement, il s'agit de Astro Boy. Let's go, le petit crack, Astro Boy, Shiro Boy. Eh les gars, ça vient de... Non mais les gars, c'est lié. C'est même pas voulu, c'est même pas fait exprès, mais c'est le destin les gars. Astro Boy, Shiro Boy. Les gars, on est liés, on est liés. Avec ce manga, on a là un auteur japonais qui sait s'adresser aux japonais. Vraiment, à ce moment-là, ça dépasse les limites du manga. Tezuka symbolise vraiment la libération du pays avec leur propre culture. Le Japon... Mais en fait, quand j'y pense, Astro Boy, en fait, le mec qui a créé le dessin animé Robot Boy, il a plagié Astro Boy. Putain, il faut que plagiat, c'est pas possible. J'ai tout cassé, hein. Tous les dessins animés quand on était petits qu'on regardait, en fait, c'est des plagiats, frère. C'est des putains de plagiats. Et nous, on les adulait comme des trucs de zinzin. Que des copies, frère. On peut découvrir autre chose que les comics américains. Robot Boy. En plus de symboliser la libération culturelle du pays, Osamu Tezuka va faire du manga une bande dessinée tout public. Boy, ça veut dire garçon. L'aspect cinéma. Toi, t'es fort en anglais. L'île au trésor à un véritable storyboard. Il va intégrer dans ses œuvres une patte Disney. Exemple marquant, les grands yeux des personnages qui proviennent de Bambi, ce qui lui permettait d'obtenir des yeux très expressifs pour faire passer des émotions fortes. Et ces yeux-là, on les a encore aujourd'hui dans les mangas comme dans les animés. Tezuka va faire aussi en sorte qu'on s'intéresse d'abord au personnage et à son évolution, plutôt qu'à la situation ou l'histoire de la bande dessinée. Parce qu'avant dans les BD c'était clairement ça, on s'en foutait un petit peu de l'évolution du personnage. Il va, comme Disney, créer son propre univers, avec plein de ces personnages qu'on peut retrouver dans plusieurs œuvres, comme ce qu'a fait Walt Disney avec Donald, Pluto, Mickey, etc. Osamu Tezuka Shiro Boy, ça plagiat de Shiro, je te jure. C'est lui qui va intégrer vilain Shiro Boy. C'est aussi lui qui intègre les onomatopées. Il y a aussi le les onomatopées, ça c'est stylé. Et pour finir, il va donner un aspect universel à ses œuvres. Ces histoires se déroulent souvent dans des lieux fictifs ou alors en dehors du Japon, ce qui va permettre à la fois aux Japonais de voyager et aux Occidentaux de mieux s'identifier. Vraiment, pendant une quinzaine d'années, Osamu Tezuka monopolise le domaine. Il est littéralement le roi du manga. Bon alors c'est pas le sujet de c'est maintenant limite devenu un dieu dans le milieu, hein. Dans le milieu, frère. Mais Osamu Tezuka a aussi révolutionné l'industrie des animés. Il est l'auteur du premier animé feuilletonnant, à plusieurs épisodes qui se suivent. Dans les années 60, les Américains et notamment Disney commencent à avoir vraiment peur de lui. Et à cette période-là, il va d'ailleurs rencontrer... C'est mal les Américains, déjà qu'ils piquent ses idées, et ils ont peur de lui, putain. Ah, vilain Disney, hein, sacré Disney, hein, quand même, hein. Son grand idole Walt Disney là. Au Japon, il est très vite devenu un leader dans le récit animalier, donc les histoires avec des animaux. Le kilo. Il y a eu une véritable méfiance de la part de Disney. Parce que là, le Japon n'est plus une île isolée. Un auteur comme Osamu Tezuka peut littéralement envahir le monde avec ses animés. Il y a aussi un sujet avec son œuvre Le Roi Léo, qui est souvent comparé au Roi Lion. Mais rassurez-vous, il n'y a pas grand chose en lien entre ces deux œuvres. Et puis ça n'est pas le sujet de la vidéo, ici on parle de manga. Mais on fera une vidéo sur... Ouais, dis les termes, va dire que c'est du plagiat. Les animés, si vous êtes chaud. Osamu Tezuka, c'est un personnage clé dans l'histoire du Japon, dans l'histoire du manga, puisqu'il fait partie des artistes all-time à avoir été le plus productif. Pour que vous puissiez un petit peu mesurer, il est à plus de 150 000 planches. Dans le monde de la bande dessinée... 150 000 planches. Wesh. Il n'y a aucun équivalent. Pour vous donner un ordre d'idée, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, il est entre 10 et 15% de ce qu'a pu produire Osamu Tezuka. Eh ben, après... faut recontextualiser tout ça. C'est pas le même niveau d'écriture, recherche, détail. Il y a une nuance aussi. Voilà, on a vu les planches, c'est des trucs très simplistes et tout. Même niveau d'histoire, Tezuka, c'est pas non plus très loin. Voilà, il n'y a pas le même gap aussi de travail dans une œuvre, quoi. Mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant de baiser. Tezuka dans sa vie. Vraiment, il a touché à tous les genres possibles. Plus que n'importe quel réalisateur. Toujours défendre Oda. Mais non, parce que là, il a parlé de Oda, mais je t'aurais dit pareil pour Kishimoto, pour Toriyama. Frère, tout le monde, je t'aurais dit. Plus que n'importe quel auteur de livres. Vraiment, il y a un manga Tezuka pour tous les genres. C'est aussi lui qui a inventé le manga tout public. C'est lui qui est l'auteur des bases et la grammaire du manga actuel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il a publié un livre et en 3 chapitres, il vous apprend à faire un manga. Un prix a été créé à son effigie, le prix Tezuka, qui est le prix le plus prestigieux dans le domaine du manga. Et grâce à lui, la bande dessinée... Oui, le prix Tezuka, de mémoire, j'ai appris que c'est le prix qu'on donne pour les futures pépites, les mangaka, c'est-à-dire dans les Shonen Jump. Il laisse toujours l'occasion à des jeunes de se lancer. Et du coup, bah, celui qui remporte le Tezuka, il peut se lancer dessus, quoi. C'est un concours. Bakuman. Regardez Bakuman. Bakuman, vous apprenez plein de trucs. L'animé. Incroyable.
japonaise commence à se détacher du style américain. D'autres artistes ont amené des changements plus ou moins importants. Par exemple, au fur et à mesure des années, les mentons et les nez des personnages deviennent de plus en plus pointus et simplifiés. Osamu Tezuka, dans les années 50, il était le seul à faire ce qu'il faisait. Et après les années 60, il n'est plus tout seul, de nombreux mangaka voient le jour, et lui, il va devenir un vrai mentor pour eux. Vraiment, il y a une relation de maître à apprenti qui se met en place. D'ailleurs, les jeunes mangaka vont même s'installer proche de son atelier, pour dessiner entre eux, mais surtout devenir les premiers disciples de Osamu Tezuka. Parmi eux, on retrouve par exemple Fujiko Fujio, le créateur de Doraemon, qui fait ça, il est malin, lui. Lui, c'est le plus gros braquage de l'histoire, quasiment. Non, mais c'est trop. Comment ça, ça continue toujours aujourd'hui? Lui, il s'est fait des couilles en or, lui. Vraiment, hein, ça me tabasse, hein. Ça me tabasse, hein. Faudrait qu'un jour, je regarde un épisode entier de Doraemon. Peut-être qu'on le fera en stream. Faudrait qu'on se renseigne, les gars. Parce qu'on n'est pas monté dans le train, parce que ça, c'est un dessin animé très japonais pour les enfants japonais. Bah, c'est pas nous la cible. Mais il faut pour la culture, hein, se renseigner un peu, là. Des plus grands mangas de tous les temps. Se rendre compte de ce que c'est. Il y a aussi certains artistes qui veulent défier le maître. C'est le cas par exemple de l'auteur Gonagai, le créateur de Goldorak. À cette époque, c'est aussi l'émergence des librairies de bande dessinée au Japon, et notamment un format qui a propulsé les mangas dans tout le Japon et qui a été présent dans toutes les librairies du Japon, les magazines de manga. Maintenant que le manga est une bande dessinée qui peut être sous forme de série et peut contenir plusieurs chapitres feuilletonnants, ça veut dire que l'histoire se suit de chapitre en chapitre, et bien le format s'exporte au-delà des journaux satiriques. La bande dessinée dans le monde va se publier dans des magazines destinés aux jeunes. Par exemple, en Europe, en 1929, Tintin était publié dans le Petit 20e. Depuis 1938, il y a eu aussi le journal de Spirou. En 1959, c'est le journal de Spirou. Aux États-Unis, depuis 1934, il y a le journal de Mickey. Il y avait aussi, bien entendu, le journal de Mickey. En tout cas, ces magazines faisaient entre 30 et 60 pages. Les Japonais, eux, ils vont faire un petit peu différemment. Ils vont organiser un système de prépublication des chapitres des mangas. Des publications de chapitres en avant-première, quoi. Qui seront, comme le font les Occidentaux, dans des magazines dédiés aux jeunes. Alors, ces magazines qui contenaient des chapitres de... Non, vraiment, c'est une dinguerie comment... Là, tu vois, pour l'époque, là, moi, tu me montres ça, ça me donne direct envie d'aller lire le journal. Tu vois, l'artwork, elle est trop stylée et tout. C'est ouf quand même que l'Europe est vraiment mal évoluée niveau bande dessinée, tout ça, hein. Quand tu vois les États-Unis avec les comics et tout, le Japon avec les mangas, nous les BD, avec tout le respect, hein. C'est... faut rester à l'époque, hein. C'est drôle et tout quand j'étais petit, tout ça et tout, mais heureusement ça n'a pas évolué de fou, hein. Première, quoi. Qui seront, comme le font les Occidentaux, dans des magazines dédiés aux c'est mon avis, hein. Ces magazines qui contenaient des chapitres de manga sortaient toutes les semaines ou tous les mois. Mais la grande différence avec les plus intéressé maintenant, c'est que ce magazine était moins cher à produire, les pages étaient en noir et blanc, et ils utilisaient du papier recyclable. Ce qui va leur permettre de produire plus. Ce qui fait que la plupart de ces magazines de prépublication japonais contenaient environ 500 pages. Vraiment, c'était un gros bloc dans lequel on pouvait trouver plein de chapitres de manga. Des magazines de manga, il y en a eu plein au Japon. Chaque magazine publiait plusieurs chapitres de manga. Vous savez que je vais mener l'enquête quand je serai au Japon. Mais à ce qui paraît, quand tu vas dans un combini pour acheter ton Shonen Jump et tout, la majorité des magazines manga animés, c'est ce genre d'affiche là. Ça, tout ça là, vous pouvez enlever là. Tout ça là. C'est que des trucs comme ça. Mais, le pire, là encore, c'est une meuf de animé, dessinée, une meuf de manga. On va dire que entre guillemets, alors pas du... Bref, ça va encore, ça correspond. En temps normal, c'est des vrais mannequins. Les Japonais, ils prennent des vrais mannequins féminines. Ils les mettent en maillot de bain, en couverture de magazines manga. Pour des gosses. Pour des gosses. Je vais mener mon enquête quand je serai là-bas. Mener mon enquête en direct. Destiné à un public précis. C'est d'ailleurs les éditeurs de ces magazines qui vont imaginer les différentes catégories de mangas qu'on connaît aujourd'hui, comme les Kodomo pour les enfants, les Seinen pour les mangas plus adultes, les Shoujo qui étaient principalement destinés aux filles, les Yonkoma qui sont des mangas très courts, un petit peu comme quand ils étaient dans des journaux et qui ont donc pour but de faire rire, les Yaoi qui vont se focus principalement sur la relation entre deux personnages masculins, il y a aussi les Yuri, même chose que les Yaoi mais pour les filles, les Hentai qui sont des mangas pour adultes. Oula, pas obligé de le... Heureusement il a flouté, j'ai eu peur, putain de merde. Un autre genre très connu, c'est le Josei, qui est un genre destiné aux femmes adultes. Alors je dis ça, mais ces catégories ont été utilisées par les éditeurs pour classifier une cible. Mais oui, voilà, c'est des cibles éditoriales. C'est pas... On est beaucoup là à dire shonen, tout ça, mais c'est des cibles éditoriales. C'est pas comment dirais-je... Genre, ça reste tous des mangas en fait. C'est juste des trucs pour dire que l'histoire va être plus centrée dans ce style-là, quoi. Petit aparté dans la vidéo. Mais ne dites pas que c'est un genre, c'est pas un genre en fait.
Ça, c'est une erreur de dire ça. C'est une erreur qu'on fait beaucoup, que même moi j'ai fait à un moment donné, mais j'ai appris, on me l'a dit. Mais il ne faut jamais dire que c'est un genre. C'est pas un genre. Enfin, pour vous, ça peut être un genre si vous voulez. Mais dans les faits, et officiellement, ce n'est pas des genres. Ce n'est pas des catégories. C'est des cibles éditoriales pour les éditeurs, les libraires, tout ça. Surtout aujourd'hui, tout le monde lit ce qu'il veut. Alors il y a bien sûr d'autres genres et d'autres sous-genres de manga, mais en tout cas retenez qu'à l'époque et même encore aujourd'hui, chaque genre avait son propre magazine de prépublication. Et la liste des magazines, elle est infinie. Mais le genre qui a le mieux porté les mangas, c'est le plus vieux d'entre eux d'ailleurs, et c'est le shonen. Et l'un des magazines qui lui était Il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur. dédié, c'est aussi celui qui est le plus connu. Le Weekly Shonen Jump. Le Weekly Shonen Jump, c'est un magazine qui appartenait à la Shueisha, qui depuis est devenue la maison d'édition la plus puissante du Japon. Il lance ce magazine de manga à la fin des années 60, et le concept du Weekly, il est simple. Une publication du magazine toutes les semaines, et qui contient en exclusivité les chapitres des meilleurs shonen du Japon. Au bout de 3-5 Oula! Alors là, ça tire là! Les meilleurs shonen du Japon. Il a pas totalement tort, mais il n'y a pas que le shonen jump, monsieur Sofiane, là. Là, dans les jours maintenant, là, je suis plus calé. Là, du coup, je peux contrebalancer les arguments. Il y a le shonen magazine, tout ça. Attends, toi qui aimes tant SNK, tu sais que SNK, c'est pas dans le shonen jump, Sofiane. Après, moi, je suis d'accord que, voilà, il y a One Piece dans le shonen jump. Du coup, c'est le meilleur magazine, mais voilà. C'est pas les meilleurs, c'est ceux qui ont accès, quoi. Après, c'est vrai que c'est le truc le plus prestigieux. C'est vraiment le Shonen Jump, c'est le magazine le plus prestigieux parce que voilà, t'as eu toutes les légendes qui ont été dessus. Bah, t'as eu même Jojo à l'époque. Plus maintenant parce qu'il a voulu changer. Araki, ouais. Et il y a eu Dragon Ball, il y a eu Naruto, One Piece. Du coup, tout le monde va aller dessus, quoi. C'est la légende. La légende. Mais il y a plein d'autres magazines où plein d'autres mangas hyper méga connus sont sortis, tu vois. Le Shonen Magazine c'en est un. chapitres. Ah, par exemple, Blue Lock, c'est dans celui de la Kodansha. Ouais, c'est ça, hein. C'est le Shonen Magazine de la Kodansha, Blue Lock. Publié dans le magazine. Ah, le Shonen Jump, et pourtant. Les histoires et les personnages et quand c'est populaire maintenant, le manga continue d'être publié dans le Weekly Shonen Jump, et dès qu'il y aura suffisamment de chapitres pour en réaliser un tome, eh bien l'éditeur fera en sorte que ce tome existe, pour ensuite l'éditer dans le monde entier. Avec ce format, le Jump s'est implanté au Japon, et c'est ce magazine qui va donner la cadence pour tous les autres magazines de manga. Maintenant que tout l'environnement ait été mis en place pour que des auteurs puissent s'exprimer, l'art du manga entre dans son âge d'or. C'est entre 1980 et 2000 que de grands auteurs publient des œuvres qui vont propulser le manga. L'une des premières œuvres à s'exporter, surtout grâce au film, c'est celle de Katsuhiro Otomo, Akira. Alors évidemment, le manga est un succès au Japon, mais ce sera surtout grâce au film 8 ans plus tard que l'œuvre va se faire connaître à échelle mondiale. Et c'est d'ailleurs ce film qui ouvre la porte à l'exportation des mangas et des animés dans le monde. Est-ce qu'il va parler que Kanye West dans son clip Stronger, il a mis des refs? Toujours dans les années 80, on retrouve aussi le manga Captain Tsubasa, Hoken le survivant, Dragon Ball de Akira. Oh d'ailleurs, en plus en parlant de Attends, il a fait Hoken le survivant? Il a dit quoi? Toujours dans les années 80, on retrouve aussi le manga Captain Tsubasa, Hoken le survivant. Hoken le survivant? Ok, bref. Alors, du coup, je voulais dire que ouais, j'ai Crunchyroll aujourd'hui, ils m'ont envoyé, parce que là, maintenant ils font des mangas, ils m'ont envoyé le truc de du coup, Okuto no Ken, ou Ken le survivant, pas Hoken le survivant. Ken le survivant. Ken le survivant, quoi. Du coup, stylé, c'est en doré et tout, et c'est fat, hein. C'est fat, hein. Et c'est genre 2 mangas, je pense. Hein. Dragon Ball de Akira Toriyama. Il a dit où? Moi, j'ai entendu O. Il a peut-être dit où? Moi, quand il a dit, j'ai entendu O. Pas où. Peut-être que lui, il a dû faire un... Voilà, il a dû... Peut-être lui qui a dû fail en... Dans son script, il a dû écrire où, mais il a dit O dans la vidéo. Pas grave, pas grave, pas grave. City Hunter,
Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, Berserk. Dans les années 90, on découvre aussi Sailor Moon, qui est un carton mais monumental. Avant, la culture occidentale et surtout la culture américaine, eh bien c'était elle qui a su s'implanter au Japon. Et dans ces années-là, c'est le Japon qui a su s'exporter, mais avec une facilité dans le monde occidental. Et c'est grâce notamment au manga que cette culture a pu s'exporter. Bon, il n'y a pas que le manga, il y a aussi les jeux vidéo et plein d'autres choses, mais on en parlera dans une autre vidéo. Les jeux vidéo japonais, c'est une dinguerie aussi. Depuis cette période des années 80 et toujours aujourd'hui, les illustrateurs du monde entier se tournent vers les Japonais pour s'en inspirer. Rappelez-vous, avant, c'était loin d'être le cas. En Occident, si on parlait du Japon, on parlait du parc Disney de Tokyo. Donc ouais, avant les mangas, leur culture s'exportait pas très bien. En France, dans les années 70, il y a eu des diffusions à la télé du Roi Léo de Tezuka et de Princesse Saphir, qui est un autre animé de Tezuka, qui est d'ailleurs au passage le premier shoujo. Mais en France, dans les années 70, la mèche n'a pas pris. Déjà parce qu'à cette époque, c'était pas si simple de pouvoir traduire du japonais au français. En fait, il a fallu attendre les années 80 pour qu'une émission française achète les droits de Club Dorothée. Cette émission, peut-être que vous en avez entendu parler. Il s'agit du Club Dorothée. Ouais, moi je l'ai connu, le Club Dorothée. Tous les matins, moi j'étais devant, hein. En France, c'est en grande partie grâce à cette émission tous les matins, qui était hein, diffusée sur TF1 qu'on a pu découvrir la culture japonaise à travers les animés. Et l'un des premiers animés à avoir impacté la France, c'est Dragon Ball Z. Et si j'étais dans les couilles de mon daron, bien sûr que je regardais les gars. Moi je vous le dis, hein. Même dans les couilles de mon daron, je regardais le Club Dorothée. Et oui, j'avais de l'avance sur vous, je suis précoce. À nouveau, on fera une vidéo dédiée aux animés. Il y a trop de choses à raconter. Mais en résumé, grâce au Club Dorothée, les autres chaînes télé ont compris qu'il y avait du succès. À partir de ce moment-là, on a eu des animés en France. Et vu qu'il y a eu une grosse explosion des animés, eh bien l'industrie du manga en France a suivi. À la fin des années 80, en 1989, le personnage le plus important de l'histoire du manga, Osamu Tezuka, meurt. Et cet homme, c'était C'est la question. Comment vous avez découvert les animés? Dites-moi. Dites-moi tout. Vraiment, vous savez que c'était un animé japonais. Parce que tout ce qui est Pokémon, Beyblade, même Inazuma là, bah... Tu vois, moi, Beyblade, Pokémon, tout ça, c'était pour moi dessin animé, tu vois. C'était au même titre que des foot de rue, que des Galactic Football, des... Bref, des Wiki et les cafards, voilà. La chaîne manga, Gulli. Ouais, la 17, moi. Virgin 17. One Piece. En soi, c'est grâce à des potes. Grâce à des potes, j'ai déjà raconté l'anecdote. Ils m'ont dit, ouais, regarde One Piece. Enfin, non, ils m'ont pas dit, regarde One Piece. En fait, ils voulaient pas jouer au foot. Parce qu'on joue au foot à la cour de récré. Les classicos là et tout qu'on faisait. Genre, c'était l'époque classico CM1, CM2. Oh, les classicos, frère. Et ils voulaient pas jouer. Je dis, pourquoi vous voulez pas jouer? Il me dit, non, mais on jouera la prochaine fois. Là, on est en train de parler d'un truc. Je dis, vous me parlez de quoi là? Il me parle de One Piece. Je dis, c'est quoi ça, One Piece? Il me dit, ouais, sur la 17 et tout, c'est trop bien et tout, voilà. Et je dis, bon, vas-y, ok, moi je suis passé à autre chose, tu vois. Je suis allé faire mon match important. Et du coup, par curiosité, je suis quand même allé voir. Et ça y est, frère. Ça y est, la machine a été lancée, hein. Non, c'est même mon taf. Personnage tellement important pour les Japonais que sa mort a marqué officieusement, dans l'esprit des gens, le début d'une nouvelle époque. Et à sa mort, Osamu Tezuka laisse aux auteurs japonais un patrimoine créatif tellement riche qui pourra que motiver les meilleurs auteurs et qui viendra confirmer que l'art du manga n'est pas la légende. Fin des années 90, début 2000, le Weekly Shonen Jump. C'est pas une meuf qui t'a parlé de One Piece? Non, la meuf c'est pour le manga. L'animé c'est différent. Parce que moi, encore à cette époque-là, je savais pas que c'était des mangas. Pour l'instant, j'étais juste en mode animé japonais. Je connaissais pas les mangas encore. C'était pas étape par étape, tu vois, poco à poco. 3 œuvres majeures qui vont perpétuer le manga auprès d'une nouvelle génération. Bleach de Tite Kubo en 2001, Naruto en 1999 et le plus vieux des trois sorti en 1997, One Piece de Eiichiro Oda. Ces 3 œuvres sont surnommées les Big Three. L'un des 3, One Piece, et le manga. Alors, pas au Japon. Le Big Three n'existe pas au Japon. Je vous le dis là, parce que beaucoup de gens pensent ça. C'est une appellation qu'on donne, nous les fans, et principalement c'est les fans américains qui ont donné ce terme. C'est la communauté. C'est pas officiel, ça. C'est là, tu dis à la Shueisha, le Big Three, ils vont te dire, mais tu me racontes quoi là? Tu me racontes quoi là? Tu vas dire aux Japonais, bon, les Japonais maintenant ils doivent être un petit peu au courant, mais c'est. Ouais, si, je vous jure, bah, tu vois, il y en a plein, ils savent pas. Je vous jure, premier degré. C'est pas officiel le Big Three. C'est la communauté qui a donné ce terme là, parce qu'à l'époque, t'avais dans le Shonen Jump, t'avais. C'était masterclass, frère. T'avais du One Piece, t'avais Naruto, t'avais Bleach, toutes les semaines. C'est l'âge d'or. C'est vraiment l'âge d'or du Shonen Jump. Et même Gintama, bah tu vois, on le voit en plus là. T'avais Death Note. C'était trop de la frappe. Même Reborn, mais bon, Reborn, voilà. Et Shield 21. Et c'était trop, frère. C'était trop. Tu mens, je vous dis strictement la vérité. Après, renseignez-vous. Libre à vous de pas me croire si vous voulez. Mais moi, je vais pas vous dire des salades non plus. Je vous dis vraiment, c'est la vérité. Renseignez-vous.
Mais le Big Three n'est pas officiel. Oui, nous, moi je le dis parce que je trouve c'est stylé et c'est normal, tu vois, c'est le Big Three, c'est Naruto, One Piece, Bleach. Mais ce n'est pas un terme officiel de la Shueisha, du Shonen Jump, des Japonais. C'est les Américains qui ont inventé ça. Voilà. Manga le plus vendu de tous les temps. La série cumule plus de 500 millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, en France, on est les deuxièmes plus gros consommateurs de manga au monde, juste après le Japon. On vend plus de 80 millions de bandes dessinées en France et plus de la moitié. On est en guerre contre les États-Unis par contre les gars. Hein. C'est que on a récupéré la deuxième place, mais il y a 1 an ou 2, les États-Unis étaient passés devant nous. Hein. On est en guerre avec eux là. Faut maintenir la deuxième place les gars. Parce que la première on l'aura jamais, c'est impossible. Mais au moins on est deuxième. Moitié sont des mangas. En quelques années, c'est devenu un truc hyper ancré dans notre culture. Dites-vous même que depuis 1999, la convention Japan Expo existe et elle est toujours là. Et elle attire de plus en plus de monde chaque année. Au Japon... Attends, ouais mais je dois finir ma vidéo, j'arrive après, je l'ai dit. Il y a énormément de magazines qui publient des mangas, mais vraiment de tous les genres historiques, sport, horreur... Il y a de tout. Il y a des séries courtes qui se terminent en 3 volumes. Il y a des séries très longues dont certaines ne sont même pas terminées comme One Piece. D'autres mangas ne durent qu'un tome. Vraiment, il y a de... Après on parle beaucoup de One Piece parce que bon voilà, c'est on va dire le plus populaire, actif et tout ça. C'est même... En vrai c'est quoi le manga le plus populaire all time de tous les temps? Moi je pense il y a une tape entre One Piece et Dragon Ball. Hein. Mais on parle de One Piece et tout, mais pour moi le truc le plus impressionnant c'est Doraemon. C'est Doraemon, c'est Sazae-san. Et aussi en manga là que j'aime bien, c'est Hajime no Ippo. Parce qu'on parle de One Piece, 1000 chapitres, tout ça. Mais Hajime no Ippo, c'est à 1500. 1500 chapitres. Frère. Frère. Et Doraemon et Sazae-san, c'est bon, ça, ces trucs-là, ces animés, frère. 1400 plutôt. Ouais, mais j'ai arrondi parce que je crois que c'est pas loin des 1500. De tout. Ce qui est fort après, aussi ça reste plus ou moins pareil quoi. Un format qui se voulait pas cher et qui continue de ne pas être cher. Un magazine de manga au Japon, c'est environ 2 €. Mais non, ne serait-ce pas le GOAT des animés de sport? D'autres mangas ne durent qu'un tome. Vraiment, il y a de tout. Ce qui est fort aussi avec le manga, c'est que c'était un format qui se voulait pas cher et qui continue de ne pas être cher. Un magazine de manga... Et le meilleur manga de sport, bordel. Au Japon, c'est environ 2 €. 2 € pour environ 500 pages de lecture, je sais pas si vous en rendez compte. Alors évidemment, ce qui va changer aujourd'hui, c'est le numérique. Beaucoup de magazines de manga se mettent à s'adapter. Et oui, Manga Plus, ça on le sait pour lire les chapitres de One Piece, MHA, JK. Moi je lis fort dessus. D'ailleurs, faudrait que j'attrape Kaiju quand j'y pense, là je vois. Aux nouveaux écrans, genre le téléphone. Au Japon, comme en France, ils ont de gros événements autour du manga, dont un qui s'appelle la Comic-Quête. 35 000 exposants, plus de 500 000 personnes qui se déplacent chaque année. Aujourd'hui, au Japon, mais aussi dans le monde entier, on retrouve des milliers de mangaka, qui reste un métier très difficile, puisque les codes et les règles n'ont pas tant changé que ça. Il faut produire beaucoup. Bon, j'abuse, vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous voulez devenir mangaka, mais c'est un petit peu le stand. Non, vraiment, c'est pour ça qu'il commence à y avoir petit à petit de plus en plus des mangaka qui font des mangas, mais de façon... mensuel, un chapitre tous les mois. Moi, un chapitre plus conséquent. Exemple, bah, tu vois, t'as Boruto qui a ça. Mais SNK, il faisait ça, tu vois. Et en vrai, je trouve que c'est peut-être le meilleur choix. Après, si ton œuvre elle est longue, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais quand on voit que les mangaka, niveau maladie, tout ça, santé, ça les défonce de faire toutes les semaines. Parce que le taf de malade quand même, hein. De quasiment toutes les semaines, bah, Oda, il est allé plusieurs fois à l'hôpital. C'est pour ça que maintenant, il a des pauses imposées. Genre, imposer des pauses. Pour préserver la santé parce que c'est le plus important. C'est une dinguerie. Ouais, One Punch Man aussi, c'est tous les mois. Et moi, je trouve en vrai, c'est le meilleur truc pour leur santé, tu vois. Après, moi aussi, je préfère avoir mes chapitres toutes les semaines, mais si au moins ça peut préserver leur santé et qu'au moins les œuvres se finissent bien, de la bonne façon, tu vois, bah, moi, je dis pas non. Hein. Justement, moi, je suis pour que Oda prenne plus de pauses, hein. Standard au Japon. Dans le monde, la bande dessinée japonaise est devenue un art à part entière. Les œuvres de certains auteurs font partie des plus grandes licences de ce monde. Aujourd'hui, les mangas et les animés, c'est devenu un petit peu notre safe place. Ça a pris une place trop importante dans notre cœur. Safe place, ça a mis du temps. On est très loin des Emakimono du début. Comme quoi, parfois, les belles choses mettent du temps. Même si c'est pas entre nos mains, faut y croire. C'est pas mes mots, c'est ceux de Osamu Tezuka, qui était quelqu'un qui croyait beaucoup en l'humanité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche. Ok, bah c'était vraiment sympa, c'était sympa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Très rapidement, je vous rappelle 14 jours gratuits pour découvrir tous les animés que vous voulez. Le lien est juste dans la description. Et moi je vous dis merci et à très vite sur YouTube. Ciao. Et Miura, bah en fait c'est ça, tu vois, par exemple, exemple Kentaro Miura, celui qui a fait le papa de Berserk. Malheureusement, il est décédé et il a pas pu finir son œuvre, tu vois, lui-même. C'est ça qui est dommage et c'est...
pour moi, l'une des pires choses de se dire que le manga que tu lis, c'est plus dessiné par l'auteur qui l'a créé, quoi. Imaginez que Eiichiro Oda meurt avant de finir One Piece. Non, là, je pourrais pas. Je pourrais pas. Hein. Même si toute la suite, c'est lui qui l'a imaginé, tu sais, la suite de l'histoire, parce que forcément, la fin de One Piece, il l'a déjà écrite, à peu près, je pense. Cachée quelque part, des infos, des notes, pour au cas où, forcément, même la Shueisha a dû lui demander de faire ça, au cas où il lui arrive quelque chose. J'ai vu le nombre de fois qu'il allait à l'hôpital et tout. Mais ça aurait tellement plus la même saveur. Ça aurait tellement plus la même saveur. Forcément, en tant que fan et tout, je vais continuer à lire, tu vois. Parce que ça aussi, ça préserve la mémoire de Oda. Mais, tu sais, je parle comme si il était mort, mais non. Mais enfin, genre, j'imagine le scénario, mais au fond de moi, je serais triste, tu vois. Quand je lirais, je me sentirais mal, quoi. Je sais pas, je vais être là en mode. C'est bizarre, tu vois. C'est pas lui. C'est plus lui. Pourtant, en soi, l'histoire, je pense qu'elle va toujours être aussi bien, tu vois, parce que il aura tout déjà fait le scénario, parce que je pense, tu vois, il a toutes les lignes directrices écrites dans des notes, dans des cahiers, tout ça. Mais bon, voilà quoi. Toi, tu peux pas l'œil. Non, mais non, 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 moi je lui souhaite longue vie, justement. C'est pour ça que j'ai dit que moi je veux que Oda prenne même plus de pauses, hein. Vraiment, hein. Là, cette semaine, enfin, ce mois-ci, on enchaîne 3 chapitres. Là, c'est le dernier chapitre avant qu'il ait une pause. C'est déjà énorme. Déjà énorme. Il aurait pu un peu plus se reposer là. Voilà quoi. Enfin bon. Bref, c'était très sympa comme vidéo. J'ai bien kiffé. Vraiment sympa. Il gère Sofiane sur ça.